Et j'en arrive à Anne. Gros vous aurez sa bio synthétique dans votre espace abonné. Est-ce que je peux en dire? Vous êtes là, Anne? Je suis là, oui, bonjour, oui, bonjour. Bonjour Anne, merci à vous d'être oh, et puis elle est dans un superbe espace, c'est absolument génial. Et donc voilà, donc elle est géniale, et pas seulement son espace, et on va lui passer la parole là maintenant. Alors vous savez que vous devez toujours vous méfier, Anne, ce que je vous disais, c'est que si je vous interromps, il faut m'engueuler ou me couper la main, et idem pour les autres. Vous avez au moins trois quarts d'heure pour vous, et donc peut-être je vous laisserai vous présenter peut-être mieux que je ne le ferai, mais c'est vous qui dirigez les laboratoires, les labs Accenture d'innovation et de R&D, et on est tout oui avec vous. Et on voit que quelqu'un vient, voilà. Donc, Merci Anne-Marie, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous me voyez bien et que tout le monde pourra voir la vidéo en grand sur son écran. Euh, on vous met en rond et vous êtes superbe. Et en plein Magnifique. milieu d'un rond encore plus superbe. Ah ben, moi, j'ai plus personne ne Voilà. parle là, si ça revient. Bon, et puis pas de souci pour m'interrompre. Si c'est trop, je vous le dirai, mais peut-être, enfin, c'est bien aussi que ce soit un peu plus interactif, même si c'est en virtuel, ça peut donner de la dynamique. Mais effectivement, merci de m'avoir invitée, Anne-Marie, et bonjour à tous. Donc, je m'appelle Anne Grepelin, je suis la directrice du laboratoire de recherche et développement technologique d'Accenture à Sophia Antipolis, donc dans le sud de la France. On fait partie d'un réseau de 7 laboratoires qu'Accenture a dans le monde depuis presque plus de 30 ans. Donc, c'est des investissements vraiment de recherche et développement qu'Accenture fait pour imaginer quels seront les cas d'usage des technologies émergentes avec un horizon de recherche de 3 à 5 ans, c'est-à-dire que les technologies sur lesquelles on travaille aujourd'hui, à nos yeux, seront matures d'ici 3 à 5 ans. Alors après, c'est un peu glissant en fonction des pays, etc. Mais c'est comme ça qu'on définit notre mission. Et donc le lab de Sofia, c'est un des 7 labs depuis plus de 25 ans. Et on est très actif, notamment sur la région, mais pas uniquement. On est un laboratoire global. Voilà. Et pourquoi on parle de métavers? Parce que en fait, depuis presque 10 ans, on regarde les technologies et plus que ça, on regarde les technologies qui sont à la base du métavers, qui finalement convergent dans cette notion de métavers, notamment là, tout ce qui est réalité immersive, donc la réalité étendue, réalité mixte, réalité virtuelle, la 3D, les jumeaux numériques, et puis aussi on a été longtemps le centre d'excellence d'Accenture sur blockchain. On continue à travailler sur tout ce qui est informatique distribuée, donc c'est plus large que blockchain, mais blockchain a été un de nos sujets vraiment clés de R&D pendant très longtemps. Et on a éduqué le reste d'Accenture sur ces sujets-là pour que ça devienne des offres plus matures. Et donc, c'est ça notre rôle. On est assez petit par rapport à la taille d'Accenture. Je ne sais pas si vous savez, Accenture, c'est plus de 700 000 employés dans le monde. Les labs, on est maximum 200 dans ces 7 centres. À Sofia, on est 45 à peu près. Donc, on est tout petit. On est un peu une start-up à l'intérieur d'Accenture. On travaille en interne, mais aussi avec nos clients parce qu'on n'a pas envie d'être en silo et de réfléchir à des cas d'usage qui n'auront pas de réalité. Et donc, par la force des choses et les sujets qu'on a regardés toutes ces années, dès que le buzz du métaverse est apparu, on a été vraiment au cœur du réacteur parce que tous les clients, tous nos collègues en interne aussi sont venus nous voir pour dire mais pourquoi tout le monde parle de ce métavers, quel est le potentiel du sujet, de quoi on parle, etc., etc. Donc on s'est beaucoup penché sur ce nouveau terme et ce qu'il y a derrière. Pour nous, vraiment, c'est pas une révolution, c'est la convergence de beaucoup de technologies qu'on a incubées toutes ces années, pas seulement chez Accenture, chez beaucoup de nos clients. Il y a eu des preuves de concept sur la réalité virtuelle pour la formation, sur les jumeaux numériques pour la traçabilité sur la chaîne de valeur, etc., etc. Donc c'est pas une révolution, c'est pas un truc qu'on achète et qu'on met en route pour demain. C'est pas que la réalité Est-ce que virtuelle je peux non vous plus. interrompre 30 secondes, Oui, Anne? Je tout vous à fait. interromps juste 30 secondes en disant qu'il faut que, si je peux me permettre, je le prends pour moi, mais je pense que aussi pour d'autres, il faut prendre les choses aussi pour les nuls. Donc, par exemple, moi, il y a des trucs que je sais Oui, pas très très bien, c'est la différence entre réalité virtuelle, réalité immersive, réalité étendue, réalité augmentée et autres. Donc, de d'accord. temps en temps, quand J'y vous
vous dites des trucs qui pour vous sont d'une évidence cartésienne, on n'a pas complètement les mêmes. Nous, on est un peu besogneux bouseux derrière. Hein. Je parle pour moi, bien entendu. D'accord, pas de souci. Ok. Alors j'ai des détails tout à l'heure et puis on pourra avec Lauriane quand on profitera de montrer la showroom. Mais là c'est un peu pour expliquer la façon dont Accenture a regardé le métavers et pourquoi nous on est impliqués dans ce sujet-là, notamment à Sophia, parce que voilà, c'est des sujets sur lesquels on travaille depuis toujours, depuis longtemps. C'est pas des nouvelles technologies qui sont apparues tout à coup l'année dernière, et puis c'est pas uniquement lié aux annonces de Meta. Pour nous derrière, il y a beaucoup plus de choses. Et donc ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est pas seulement démystifier ou définir ce que sont ces technologies et le métavers en général, mais aussi donner un éclairage qui est celui qu'on a nous chez Accenture, parce que effectivement sur les réseaux là, avec tout ce que vous avez partagé juste avant, Anne-Marie, il y a beaucoup de point of view, de points de vue, de définitions, d'acteurs comme Meta, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc le but de ma présentation, je dirais, c'est un peu de partager notre définition du métavers, notre vision aussi de ce que c'est, parce que au-delà de la spéculation et du buzz qu'on voit directement aujourd'hui sur tous les médias, voilà, nous on a essayé de prendre un pas de recul pour se dire ok, mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité à un horizon plutôt à 10 ans, et je pense que c'est ça que nous on met en avant, parce que c'est plus intéressant de se projeter un peu plus loin pour comprendre le remous que ça provoque. Donc par ailleurs, effectivement, je vais essayer de démystifier en quelque sorte, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai des slides en anglais, j'espère que ça ira, mais je vais tout expliquer en français. Donc effectivement, l'an dernier, quand Meta a annoncé le changement de nom de Facebook à Meta, tout à coup, le terme métaverse est revenu sur le tapis. C'est un vieux terme d'un livre qui a été écrit dans les années 90, en fait, au début de l'Internet. Qui mettait en scène ce métaverse. Il est revenu sur le tapis entre guillemets l'année dernière, quand Meta a annoncé son changement de nom, et tout à coup on n'a plus pu s'en défaire, on le voyait partout. C'est pas uniquement lié au changement de nom de Meta, en fait. Ce qui se passe derrière, c'est vraiment lié plus à des usages qui se répètent, des usages qui se développent et qu'on voit sur beaucoup de canaux différents. Et finalement, ces plateformes qu'on associe au métavers, c'est beaucoup les jeux vidéo sur lesquels sont connectés nos enfants. Mon fils qui a 13 ans sur Fortnite ou sur League of Legends, il y en a plein d'autres. Il y a plus de 250 plateformes qu'on associe au métavers, qui sont finalement pas de la réalité virtuelle, mais plutôt des jeux en 2D, qui représentent des mondes en 3D, mais qu'on peut accéder sur son téléphone, par exemple Roblox, ou sur son ordinateur, par exemple Fortnite, comme je viens de le dire, et dans lesquels finalement les gens se retrouvent pour jouer, pour échanger, pour interagir, en général avec des représentations d'eux-mêmes sous forme d'avatar. Donc finalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas uniquement Meta qui nous vend ses casques de réalité virtuelle et son réseau social, mais aussi énormément de gens qui se connectent sur des plateformes, sur des jeux qu'on associe au métavers, parce ils représentent des espaces en 3D accessibles de mon téléphone, de mon ordinateur, depuis un casque de réalité virtuelle ou d'autres types d'interfaces homme-machine. Donc finalement, le buzz n'est pas que lié à certains acteurs qui potentiellement peuvent se tromper. C'est vraiment plutôt un nombre de participants sur ces plateformes qui devient assez incroyable. Et donc finalement, pour les marques, ça devient des nouveaux canaux sur lesquels se positionner. Un peu comme il y a 10 ans ou 20 ans, les marques se demandaient mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec Internet, ou qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec un réseau social. Ça devient un nouveau canal sur lequel se retrouver et retrouver une audience à qui je vais pouvoir proposer des produits, des services, des expériences. Et donc voilà, finalement, ces plateformes qu'on voit, qui aujourd'hui sont pleins de petits métavers à eux-mêmes, parce qu'ils sont pas interopérables, ils sont pas connectés les uns entre les autres, et je peux pas moi facilement passer de l'un à l'autre, existent et ont des millions d'utilisateurs chaque jour. Donc Roblox, que je mentionnais tout à l'heure, c'est un jeu qu'on a sur son téléphone, sur lequel il y a plus de 30 millions de personnes qui se connectent chaque jour globalement. Je ne parle pas évidemment en France, mais 30 millions de personnes. Fortnite, de la même façon, c'est un jeu sur ordinateur. Plus de 50 millions de personnes se connectent tous les jours. Sur la plupart de ces plateformes, les gens partagent des objets,
virtuel achètent des accessoires pour leurs avatars. Les avatars, c'est la représentation physique que j'ai dans ces mondes, en général sous la forme d'une personne un peu gamifiée. Donc, je vais m'acheter des accessoires pour cet avatar. Donc, déjà, tout ça, ça existe. Et donc, les marques vont se positionner sur ces jeux. Et par exemple, sur ce slide, je vais pas tous les lire, mais c'est des exemples un peu variés, on va dire, d'acteurs qui se positionnent et qui se manifestent sur le métavers. Donc, par exemple, Nike, moi, j'aime bien cet exemple parce que on a beaucoup d'exemples de marques qui vont aller sur Roblox pour vendre la version virtuelle du produit qu'ils vendent dans la vraie vie. Donc, par exemple, Nike me vend des chaussures dans les magasins, dans la vraie vie, va me vendre des chaussures virtuelles pour mon avatar dans Roblox. Mais ce qui est intéressant, c'est pas uniquement la transposition du réel au virtuel, comme je viens de l'expliquer, c'est aussi le fait que Nike en profite pour créer une relation plus continue avec le consommateur. Donc, par exemple, quand je m'achète une vraie paire de chaussures dans la vraie vie, je vais avoir le droit d'avoir les mêmes chaussures pour mon avatar dans Roblox, donc un asset digital qui représente ces chaussures dans la vraie vie que je vais pouvoir voir sur mon avatar dans le monde virtuel. Et quand je vais aller courir dans la vraie vie, je vais gagner des points parce que j'ai une application qui va compter le nombre de pas et me relier donc à mon double virtuel dans ce jeu. Et je vais gagner des points pour, par exemple, augmenter ma paire de chaussures virtuelles avec des diamants, des cœurs, ce qu'on veut. Donc l'idée, c'est qu'au lieu de juste avoir une relation au moment de l'achat de cette paire de chaussures, soit physique, soit virtuelle, on crée une connexion, un engagement plus continu entre la marque et le consommateur. En plus de le connecter à une communauté d'autres personnes qui aiment le même type de chaussures, qui courent et qui se retrouvent dans Roblox pour jouer le soir ou dans la journée. Voilà. Donc ça, c'est un exemple vraiment très concret, on va dire consommateur, de comment ces mini métavers qui existent aujourd'hui, qui sont des jeux, créent des opportunités pour les marques comme Nike, et il y en a plein d'autres. On voit aussi dans ce slide que beaucoup de services financiers, les banques, les assurances, se prononcent sur le marché que représente le métavers. Et on parle de trillions. Donc Citi qui a annoncé que ce serait 13 millions de dollars de marché en 2030, et il y en a d'autres. On voit aussi le marché des cryptos. Donc c'est des chiffres quand même qui sont gros. Et ça représente pas uniquement la spéculation de la crypto-monnaie ou combien je peux acheter de NFT, c'est-à-dire ces tokens numériques que je peux acheter dans ces lieux virtuels qui représentent ou non des vrais objets dans la vraie vie et qui sont finalement source de spéculation parce que je vais acheter un sac Gucci qui a été publié seulement à 50 exemplaires virtuels. Je vais le payer très cher et je vais pouvoir le revendre très cher à quelqu'un d'autre qui va potentiellement perdre toute sa valeur parce que Gucci publie une autre collection qui en vaudra plus. Donc tout ça, c'est de la spéculation. Mais les chiffres qu'on voit là et qui sont prononcés par les banques, c'est pas uniquement ça. C'est plutôt le potentiel de nouveaux services financiers, par exemple. Parce que ce qui se passe aussi dans ces lieux, par exemple dans Decentraland, je vais pouvoir m'acheter un terrain virtuel. Alors, on peut se demander à quoi sert un terrain virtuel. Et beaucoup de marques, finalement, achètent ces terrains sans savoir vraiment à quoi ça va leur servir. C'est là qu'on est un peu en mode spéculatif plutôt qu'en mode réfléchi et coordonné. Ces terrains virtuels qu'on peut acheter, dessus, je peux construire un casino dans lequel je vais pouvoir avoir des employés pour de vrai, faire venir mes clients dans ce casino virtuel. Donc, finalement, les marques peuvent effectivement investir dans ces terrains. Les stars le font. Je peux le faire moi aussi. Est-ce que la maison que je vais construire sur un terrain virtuel doit être assurée? Donc, est-ce qu'une assurance, par exemple, demain, doit me fournir des services financiers pour assurer ma maison sur Decentraland, mon sac à main dans Roblox ou mes chaussures sur Roblox avec Nike? Donc, finalement, ici, on parle plutôt de nouveaux services, de nouveaux produits qui seront associés à ces nouvelles expériences qu'on voit dès aujourd'hui, mais qui vont créer des nouveaux besoins et des nouveaux mécanismes. On a aussi, par exemple, l'exemple de la pharmacie ou de la banque qui essaie de recréer des espaces de service dans ces espaces, dans ces jeux, dans ces plateformes, de façon plus augmentée, plus en 3D que ce qu'on voyait auparavant. Donc bref, tout ça, c'est pour dire que non, c'est pas uniquement méta, non, c'est pas uniquement la réalité virtuelle, parce que finalement, la plupart de ces plateformes, c'est des jeux que mon fils, vos enfants peut-être accèdent tous les jours, dans lesquels il y a des nouveaux mécanismes d'interaction et qui nous font penser que le métavers est une tendance qui va rester dans le monde du consommateur, mais aussi qui va pénétrer assez rapidement dans le monde du travail, puisque ces technologies aussi ont déjà des cas d'usage clairement dans le monde du travail.
Je vais passer je sais pas si vous voyez toujours mon contenu parce que moi je vois un écran noir. Oui, Je vais nous passer aussi. assez vite sur voilà. On voit un écran noir, Lauriane, dans l'intérieur du studio. Bon, ce slide-là, je vais le passer rapidement. C'était plutôt des chiffres, justement ce que je disais tout à l'heure, le nombre de participants à ces jeux tous les jours. Je vais passer plus vite pour peut-être expliquer ce que vont faire les gens sur ces plateformes. J'espère que vous allez bientôt pouvoir revoir le contenu. Mais en gros, pourquoi les gens se connectent à ces jeux-là? Oui, Anne-Marie? Oui, oui, non, Ah, voilà. oui, juste ce que je voulais vous dire, ce qui est intéressant, parce que c'est effectivement une tendance qu'on voit ailleurs, c'est donc que la capillarité et l'innovation, d'un certain côté, vient des marchés grande consommation et donc du consommateur, et pas de l'usage professionnel. Et ça, enfin, on avait vu la même chose avec l'utilisation de l'informatique il y a 30, Exactement. 40 ans ou autre, et tiré par les smartphones de la même façon. Et donc, ce qui tire d'un certain côté les usages et crée les marchés, euh, c'est euh, c'est plutôt le consommateur. Exactement. Je vois que Mariana nous envoie un petit message pour nous dire que c'est flou chez elle. Et ben chez nous c'est à la fois flou et noir et moi j'ai personne ne parle. Vous m'entendez, Anne-Marie? Là je vous entends. Ah là ça y est, c'est revenu. Alors, moi, je vois toujours. Ah oui, elle a partagé en grand la slide du coup. Donc là, Ouais, donc ce que je voulais surtout dire avec cette slide là, c'est beaucoup de personnes me demandent mais pourquoi les gens vont sur ces jeux, pourquoi ça les intéresse. Il y a une grosse partie de communauté, d'échanges avec des personnes comme moi et avec des intérêts communs. Donc c'est vraiment l'engagement autour d'une communauté et c'est ça qui intéresse les marques aussi, un peu comme je disais tout à l'heure avec Nike. La relation sociale, comme sur les réseaux sociaux. Mon fils, quand il se connecte à Fortnite, c'est surtout pour voir ses copains, bon, pour tuer d'autres personnes aussi, mais pour voir ses copains, pour discuter, etc., etc. Les jeux et la compétition, donc ça c'est évident, et même dans l'entreprise, nous, dans notre metaverse d'onboarding pour les employés, on a créé des chasses au trésor pour encourager les échanges, le côté ludique des connexions, etc. Les expériences émotionnelles, vous avez sûrement entendu peut-être parler des concerts qui ont lieu dans les métavers sur ces plateformes, avec par exemple un chanteur américain qui avait fait un concert sur Fortnite et qui lui avait donné plus de 27 millions d'audience. Donc 27 millions de personnes se sont connectées pour suivre son concert sur 3 jours, ce qui est assez délirant et qu'on peut jamais atteindre dans la vraie vie. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que les gens se sentent une vraie connexion, une augmentation de ce qu'on peut voir sur les réseaux avec vraiment de l'émotion associée. Et puis le dernier pilier, c'est pour apprendre et pour communiquer. Donc bien sûr, les marques, elles communiquent sur ces réseaux, mais on voit aussi beaucoup de cas d'usage d'apprentissage et c'est là que c'est clairement lié avec le monde du travail parce que tout ce qui est apprentissage, avant le buzz du métaverse, on se penchait déjà sur comment augmenter la formation, par exemple, ou le coaching en temps réel des personnes quand elles sont sur le terrain et que elles ont été formées de façon généraliste, mais que tout à coup elles ont une tâche plus spécifique à faire. Comment interagir avec un expert à distance, etc., etc. Donc ça, c'est les cas d'usage qu'on voit sur les plateformes aujourd'hui. Et ici, ce que je voulais mettre en avant aussi, c'est que font les gens, qu'achètent les gens sur ces plateformes, parce que c'est important de le comprendre. C'est que c'est pas que du marketing, que de l'affichage. C'est aussi un lieu de commerce et d'échange. Donc les personnes sur ces canaux, on voit qu'elles achètent des objets de mode. Donc pour mon avatar par exemple, mais pas seulement. On collectionne des objets, des œuvres d'art virtuelles ou des cartes virtuelles, par exemple l'équivalent des cartes Panini ou Pokémon dans les mondes virtuels se collectionnent et s'échangent pour de l'argent, enfin pour de la monnaie en tout cas, quelle qu'elle soit en fonction du monde. Des terrains, comme je le disais tout à l'heure, on peut acheter un terrain pour y construire quelque chose, pour y faire du commerce ou non. On peut effectivement partager de la musique et on voit beaucoup ici la dimension de création qui sont sur ces plateformes parce que chaque utilisateur peut devenir créateur dans ces mondes et échanger, vendre les choses qu'il a créées. Donc là, c'est beaucoup lié à l'amusement et au contenu qui peuvent être créés sur ces plateformes. Et puis finalement, à la fin, effectivement, beaucoup de points, des tokens qu'on peut échanger sur les différentes plateformes, dans les différents jeux,
pour obtenir des choses en échange, que ce soit un service, un produit, un item virtuel pour mon avatar, etc. Donc, pour dire tout ça, c'est vraiment, pour résumer, c'est ce qu'on voit, ce qui se passe déjà aujourd'hui. Pour nous, il faut un peu step back en se disant, il y a beaucoup de sceptiques, évidemment, beaucoup de gens qui se disent, mais bon, premièrement, c'est des technologies qu'on connaissait déjà avant. Les cas d'usage en entreprise, on les faisait déjà avant. Donc, par exemple, la réalité virtuelle, c'est-à-dire être complètement immergé dans un monde virtuel pour apprendre, par exemple, on le voyait avant. Etc., etc. Donc beaucoup de sceptiques qui disent c'est pas nouveau ou c'est la spéculation ou c'est Meta qui veut prendre le contrôle sur le monde. Nous on se dit bien sûr il y a tout ce qui ça s'emballe un petit peu là tout de suite. Comment on peut un peu prendre du recul et comprendre ce que ça va vouloir dire. Et on n'est pas les seuls à faire le parallèle, et Anne-Marie l'a fait il y a une seconde, de faire le lien avec l'évolution de l'Internet. Et finalement, on voit sur ce schéma. Et pardon, est-ce qu'on peut vous arrêter encore et là, je dirais Oui, deux choses. D'une part, appel à question sur le côté, donc s'il y a des questions qu'on prenne comme ça. Et juste, une question qui est à la fois de curiosité, mais aussi de comment dire, de business et de marché. Quand vous dites par exemple, ben voilà, on peut échanger des œuvres d'art, ça peut être des cartes ou autre. Qui est à l'origine de enfin, quel type de structure ou quels sont les impulseurs de ce genre de choses? Parce que on peut imaginer aussi, alors je vous montrais le crapouillot tout à l'heure, là c'était globalement sur autre chose, mais que on ressuscite, je dirais, d'anciennes collections de n'importe quoi, d'ailleurs, un type d'œuvre d'art. Alors, ce qu'ont connu nos grands-parents, par exemple, et qui étaient pour les Parisiens les marchés des cartes postales qui étaient sur les allées des Champs-Élysées dans les années, je sais pas combien, on pourrait imaginer que ça représente. Ça existe toujours? Oui, quoi, je savais pas. Bon, ben voilà. Donc voilà, la question c'était qui est-ce qui est à l'origine de ça et comment ils se font des sous là-dessus. Est-ce que c'est déjà pour bloquer, j'allais dire d'un certain côté, pour occuper le marché, occuper l'espace, ou est-ce que bah, il y a déjà à la limite des transactions financières qui sont intéressantes, enfin je veux dire qui sont consistantes. vous voulez dire sur les collections, hein, c'est ce que vous Par vouliez dire, exemple, si je prenais les exemples des œuvres d'art ou de voilà, qui est-ce qui a suscité ça? C'est venu comment? C'est-à-dire, sont les créateurs de jeux ou peut-être que la question est pas pertinente non plus, hein. Bah après, en fait, j'ai pas la réponse. Je sais pas d'où c'est venu. Moi, ce que je perçois, c'est que notamment, c'est beaucoup lié effectivement au parallèle avec l'art et les collections qu'on a dans la vraie vie. Étant donné que les gens commencent à évoluer dans des mondes virtuels, on voit toute l'avatar économique qui apparaît, c'est-à-dire souvent on me demande pourquoi quelqu'un serait intéressé d'acheter un sac pour son avatar, ça sert à rien, on peut rien mettre dedans, ça c'est sûr. C'est un peu la même chose. Si dans la vie réelle je collectionne des objets, pourquoi pas aussi pouvoir les collectionner dans les mondes virtuels en 3D, hein, je parle pas de réalité virtuelle, mais de pouvoir les échanger aussi avec mes collègues, mes amis dans les mondes virtuels, parce que finalement c'est des cercles d'amis différents et pourquoi pas pouvoir les collectionner là et pourquoi de la même façon avoir accès à des œuvres d'art virtuelles que je peux exposer dans les mondes virtuels plutôt qu'uniquement dans la vie, dans la vraie vie, quoi. Voilà. Oui, C'est une transposition, je la pense. question c'était qui est, est-ce que ce sont des marques par exemple qui testent finalement des développements de tel ou Non, tel truc. On voit bien pour Nike effectivement ou pour des marques l'intérêt pour ça, mais je dirais sur des trucs genre œuvres d'art non, je pense ou que ça c'est plus carton. individuel, c'est plus justement cette économie de la création qui se crée D'accord. sur ces canaux et qui font que par exemple les artistes peuvent s'exprimer sur d'autres dans d'autres D'accord. modalités que ce qu'ils avaient avant. Voilà, je pense que c'est plutôt ça l'usage de fond. Mais bien sûr, après, ça donne lieu à des opportunités de se faire de l'argent. Donc après, là, on peut pas. Là, moi, je peux que regarder ce qui se passe sans juger, bien sûr, parce que c'est pas notre rôle. Donc, pour revenir à ce que j'expliquais, donc un peu de prendre du recul parce qu'il y a beaucoup de sceptiques. Et moi, j'essaye pas de convaincre absolument que le métavers, ce sera quelque chose. Mais nous, ce qu'on observe, c'est que tous les 10 ans, à peu près, on a vu une nouvelle vague d'évolution de l'Internet et que on est effectivement, d'après nous, au début de d'une nouvelle vague qui représente le Web 3.0. Je vais y revenir, qui finalement
le métaverse a mis le feu aux poudres l'année dernière avec ce terme qui parfois, moi j'aimerais m'en débarrasser parce que le terme métaverse lui-même est tellement chargé d'incompréhension et cache tellement de choses que souvent ça alimente le débat de la mauvaise façon. Le point, c'est que pour nous, c'est vraiment plutôt le signal qu'on entre dans une nouvelle phase d'évolution de l'Internet et finalement une nouvelle phase de transformation digitale parce que voilà, il y a des nouvelles technologies qui arrivent plus ou moins à maturité, pas complètement à maturité au sens du cloud et de ce qu'on a dans les entreprises dès aujourd'hui et qui a été implémenté dans les 10 années qui précèdent, mais qui arrive à une maturité suffisante pour commencer à converger. Par exemple, la réalité virtuelle, jusqu'à présent, on voyait beaucoup de proof of concept, c'est-à-dire des entreprises qui testaient l'idée de la réalité virtuelle pour la formation des employés, mais sans l'implémenter à grande échelle, sans le connecter à leur système RH, par exemple, sans le connecter avec, par exemple, le réseau d'entreprises. Alors qu'aujourd'hui, on sait que c'est mature. On peut connecter des formations en réalité virtuelle ou en réalité augmentée avec son système d'information, son jumeau numérique, ses données, etc., pour vraiment atteindre le potentiel qui était annoncé depuis longtemps. On a de la même façon travaillé sur blockchain pendant des années sans forcément atteindre le niveau de maturité satisfaisant ou des cas d'usage complètement convaincants, on va dire, ni des écosystèmes dans lesquels on peut vraiment se dire que ça fonctionne et ça apporte quelque chose. On pense qu'on arrive à un moment où des vrais cas d'usage apparaissent justement dans ce contexte du nouvel Internet. Et comme pour chaque vague de l'Internet, on a des grosses questions. Au début des années 2000, moi je me souviens, toutes les marques se demandaient s'ils avaient besoin d'un site Internet, pour faire quoi et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir y vendre, etc. En 2007, quand l'iPhone est sorti, je me souviens des collègues qui se demandaient pourquoi il n'y avait plus les touches et en quoi on avait besoin d'un écran en couleur et interactif pour faire ce qu'on avait à faire sur un téléphone. Et moi, je pense qu'on est à peu près à ce moment-là du métavers ou plutôt de cette nouvelle évolution. C'est que on peut déjà faire des choses, on a accès aux technos. Certaines marques se positionnent, mais il y a encore beaucoup de travail pour arriver à une adoption, à des cas d'usage qui ont du sens. Et surtout pour nous, ce qui est vraiment crucial dans le problème du métavers, c'est l'interopérabilité, c'est-à-dire que toutes ces petites plateformes qu'on voit aujourd'hui et qu'on associe au métavers, toutes les technologies qu'on associe au métavers doivent continuer à converger. On doit créer de la régulation, donc des lois, des standards, parce que ça n'existe pas aujourd'hui. Chacune de ces petites plateformes dont je parlais tout à l'heure a sa propre loi, en quelque sorte. J'ai mon propre avatar, ma façon de m'identifier, ma monnaie, le monde. Par exemple, dans Roblox, c'est complètement différent que dans Fortnite. On n'a pas encore la possibilité de passer de l'un à l'autre comme on passe la porte d'une entreprise ou de mon appartement. Et donc, c'est vraiment ça qu'on pense qu'il va devoir se faire. Oui.